L'addiction impacte la santé dans tous ses aspects, aussi bien la santé physique que la santé mentale. Je pose souvent ces questions à mes patients. Il y a combien de temps quand vous n'avez pas bu ? Quand on est accro, on le sait. Il y a quand même cette surconsommation des écrans. Ça va activer dans notre cerveau les mêmes circuits neuronaux qu'une addiction. Oui, on peut être en couple et chacun est sur son téléphone et en fait, on se parle finalement de moins en moins. Demander de l'aide, c'est indispensable, ne pas rester seul. C'est une pression que j'ai beaucoup subie quand j'étais à l'école. On n'aime pas la douleur. On va tout faire pour éviter la douleur. C'est pas autant chercher du plaisir, mais éviter la douleur. Plante adaptogène, est-ce que ça peut faire partie d'un processus de guérison ? Non, mais ça frôle la pathologie quand Exactement. même. C'est ça. Beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, en fait, malgré eux, comme il y a aussi une pression sociale sur l'alcool, elles se retrouvent à boire alors que des fois, elles n'ont même pas envie. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier Et Flavio Guillonneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure. et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va vous parler d'addiction. Avant ça, je vous rappelle que pas besoin de prendre de notes, on vous met directement en description un e-book qui récapitule tout ce qu'on va voir. Vous avez aussi, petite nouveauté, un lien pour rejoindre notre communauté privée. C'est 100% gratuit, donc vous pouvez rejoindre. Et puis voilà, on est parti. Aujourd'hui, on accueille Lavinia, une invitée de renom qui va pouvoir se présenter. Lavinia, à toi la parole. Explique-nous un petit peu qui tu es, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui. Ok, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis Lavinia Unita, je suis médecin, addictologue et un deuxième chapeau médecine préventive, donc santé optimale. Et j'ai aussi une start-up dans la prévention du stress chronique et burn-out. Gros sujet. Gros sujet, hein. Il y a de quoi faire 10 épisodes, on va essayer d'en faire un déjà Oui. sur ça. Il y a de quoi faire. Ouais, je t'en prie, vas-y. Et du coup, addiction. Donc aujourd'hui, le thème du podcast, c'est plutôt les addictions. Et justement, on pourrait se demander, c'est quoi le lien entre l'addiction et la santé en général, santé physique, santé mentale, parce qu'on parle de santé physique et santé mentale dans ce podcast. L'addiction en fait partie, mais quel lien tu pourrais faire entre justement l'addiction et la santé ? Déjà, l'addiction impacte la santé dans tous ses aspects, aussi bien la santé physique que la santé mentale. Et c'est une question très complexe, Oui. puisque ça impacte, ça dépend aussi du degré de l'addiction. Enfin, est-ce que c'est bien une addiction avant tout? Est-ce une dépendance? Donc, ça implique seulement, davantage des aspects physiques ou physiologiques. Et puis, dans l'addiction même, on a ce qu'on appelle aussi une perte de contrôle. Donc, là, l'impact, il est beaucoup plus sérieux. Okay. Mais dans la définition de l'addiction, nous avons les symptômes du sevrage. Okay. Donc, quand on arrête, que ce soit une substance ou un comportement, parce qu'il y a aussi des addictions sans substance, eh bien, il y a des symptômes divers et variés. Et ça va de troubles de l'humeur, troubles du sommeil, impulsivité, enfin le désir impérieux de rechercher ce produit. Et puis, il peut y avoir des symptômes physiques aussi à l'arrêt du produit. Donc, il peut y avoir des douleurs musculaires, des impatiences, une fatigue. Et puis, aussi, encore une fois, des manifestations psychologiques qui en général priment dans le tableau clinique. Déjà beaucoup de choses sur lesquelles rebondir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, c'est après la dépendance. Donc, comment est-ce que je sais, par exemple, si je suis dépendant ou addict à quelque chose ? C'est quoi un peu les choses à regarder ? En fait, déjà, il y a un aspect crucial quand une substance ou la consommation d'une substance ou un comportement, donc sans substance, prend beaucoup de place dans votre vie. Et cette place, elle est de plus en plus grande et de plus en plus centrale. C'est-à-dire qu'on va rechercher à consommer cette substance d'une manière de plus en plus compulsive au détriment de notre vie personnelle et professionnelle, avec de
des prises de risques, aussi bien pour notre santé. Donc, on continue à consommer un produit malgré le fait qu'on est bien au courant. On est au courant, les gens sont conscients. Exactement. Okay. Enfin, au moins, ils comprennent au fur et à mesure, même s'il y a un déni pendant longtemps. Mais on comprend, OK, c'est dangereux pour moi, mais je continue tout de même à le consommer. Donc, il y a plusieurs aspects en ce qui concerne l'addiction. Donc, cette recherche impétueuse, impératif d'un produit ou d'un comportement malgré les conséquences néfastes aussi bien sur la santé physique que mentale et aussi bien sur sa vie sociale, des problèmes relationnels de couple. Donc, il y a une solitude qui s'installe et des conséquences évidemment sur le travail parce qu'on ne peut plus bien travailler. Alors, pour la dépendance, donc le degré est moindre et on peut penser, par exemple, à la dépendance à la nicotine. Okay. Donc oui, on a besoin, il y a une dépendance qui s'est installée. On a besoin de cette nicotine, les récepteurs nicotiniques demandent à manger, mais ce n'est pas pour autant que le tabac est dans le centre de notre vie. D'accord. Ok, c'est très intéressant. Et une autre, encore un degré moindre, il y a ce qu'on appelle les habitudes ou des routines. Et en général, on parle de plus en plus de l'inverse, des routines saines. Une habitude, c'est, par exemple, on peut avoir comme habitude de fumer quand on sort avec les amis. Donc, ce n'est pas peut-être encore une dépendance, c'est une habitude, une sorte de réflexe, un rituel qui s'est installé. Mais si on décide de l'arrêter, on peut le faire assez facilement. Ok, c'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un qui disait, par exemple, moi, je fume qu'en soirée. Oui. Donc là, c'est même pas une dépendance, c'est plus une habitude. Parce qu'on l'associe à un moment, donc du coup, c'est plutôt une habitude, alors qu'une dépendance, c'est quand même un peu plus dur à s'arrêter. Exactement. Okay. Après, évidemment, si on sort tous les soirs. Oui. Bien sûr, exactement. Mais c'était ça qui sort combien de fois par semaine? 4. Bon, là, c'est commencé à être un peu. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un aspect que il est connu depuis fort longtemps, l'alcoolisme mondain, le fait qu'on soit rassuré ou conforté par l'idée, je bois juste un verre ou 2 verres, mais ce n'est pas seul, mais avec des amis quand je sors. Sauf que on sort où il y a des déjeuners, il y a des gens qui disent j'ai un déjeuner d'affaires, je ne peux pas ne pas boire parce qu'on va avoir un déjeuner, les gens vont penser que je suis radin et si je m'en prends une belle bouteille de vin, c'est la honte, mon business va mal se passer. C'est vrai. Hein. Et ça va être vu, si je prends une belle bouteille, autant en profiter. Sauf que le danger est que s'il y a des consommations quotidiennes, en parlant de l'alcool et même d'autres produits, mais déjà l'alcool, cet alcoolisme mondain qui est de plus en plus répandu, il y a un danger. Donc même en petite quantité, s'il n'y a pas de pause, s'il n'y a pas de fenêtre, s'il n'y a pas de jour où on ne boit pas du tout, c'est problématique. Et d'ailleurs, je pose souvent cette question à mes patients. Quand est-ce que dites-moi il y a combien de temps quand vous n'avez pas bu. Donc, est-ce que ça fait combien de temps quand vous n'avez pas bu du tout, même pas un verre? Je ne me souviens pas. Ah ouais. Ok, donc là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Exactement. Ou bien ils disent non, je viens vous voir, moi j'ai pas de problème, vous savez, je bois juste un verre ou 2 verres par jour, je viens parce que ma femme pense que j'ai un problème. Et donc je viens pour lui faire plaisir, mais moi j'ai pas de problème. Ah ça c'est parfait ça. Et là, t'interviens et tu lui fais comprendre par plusieurs chemins qu'il y a peut-être un problème, du coup. En fait, c'est une réflexion commune. C'est ça le but. J'explique toujours, quel que soit le produit, que ce soit pour les addictions ou pour un autre problème de santé, nous formons une équipe. Donc, c'est pas... je déteste les hiérarchies. Ouais. Donc, c'est pas le médecin Dieu qui va dire des choses au pauvre patient qui va écouter docilement. Ouais. Donc, nous formons une équipe et l'idée, c'est de trouver des solutions ensemble, de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. Et donc,
encore une fois, c'est pas tout de suite dire, OK, vous avez un problème. Oui. Il se peut que c'est ça. problématique, surtout si ça dure depuis très longtemps. Si c'est depuis 3 mois, peut-être que c'est Passager, voilà, entre guillemets. c'est passager, mais il y a quand même une alerte. Mais il y a une réflexion commune là-dessus. Il est important d'expliquer aux gens de leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils prennent des décisions éclaircies, informées. Parce que même si quelqu'un va me dire, et c'est pas que à moi, j'espère que c'est le cas pour d'autres professionnels, ce qui est important dans les addictions, c'est cette non-jugement. Même si on sait, oui, c'est mauvais pour votre santé, on va vous expliquer, on va vous encourager à arrêter, mais c'est que la personne qui va pouvoir décider, je veux arrêter ou pas. Bon, après, évidemment, je ne parle pas de cas extrêmes, s'il y a une vraie mise en danger où on a besoin d'une obligation de soins ou d'une hospitalisation d'office avec des dangers vitaux. Mais je parle surtout de la grande majorité des cas où les gens... il y a ce travail de prise de conscience. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas juste j'ai un problème, enfin, t'as le problème A, il faut faire B, mais c'est vraiment expliquer l'ensemble, les conséquences et montrer un peu tout le spectre pour justement que ce soit plus simple à la personne d'ingurgiter, j'aime pas trop ce mot, les informations pour qu'elle les comprenne, quoi. Oui. Enfin, vraiment la prévention. Comme on disait, ta deuxième casquette, c'est vraiment la prévention. Et là, du coup, tu arrives aussi à mettre en avant aussi la prévention dans... La prévention est aussi... donc, j'estime que... il y a encore beaucoup de pas faire en ce qui concerne l'éducation thérapeutique et l'éducation de santé tout court. Puisque quel que soit le changement de comportement que l'on veut obtenir du patient, cela va arriver beaucoup plus facilement et d'une manière beaucoup plus agréable et on va dire successful si on explique qu'est-ce qui se passe. C'est pas de dire ok, le sucre est mauvais ou la cigarette est mauvaise, c'est important, mais aussi expliquer en détail pourquoi est mauvais et aider, en fait, accompagner la personne dans cette prise de conscience et la prise de décision, je veux arrêter. Et évidemment, ce qui fait partie de l'addiction, un des aspects centraux, c'est l'ambivalence. Enfin, je veux arrêter, mais en même temps, je ne veux pas. Et donc, c'est le grand classique et il y a très peu de gens qui y échappent. Donc, la personne, le patient, a besoin de cet accompagnement dans cette ambivalence et ce n'est pas grave s'il n'y a pas une illumination tout de suite. Ah, je veux arrêter, ça m'a traversé l'esprit, j'ai compris. C'est tout un processus. Et d'ailleurs, cet accompagnement, donc, il se fait, il est important qu'il soit fait par des professionnels, mais aussi par la famille, par un entourage qui soit soutenant. Oui, parce que j'imagine que c'est pas évident d'arrêter du jour au lendemain, surtout quand ça fait plusieurs années qu'on a des addictions à certains produits. Et il faut le vouloir, du coup. Par exemple, à l'exemple du patient qui te dit « c'est ma femme qui m'envoie », ça marche pas. Il faut quand même que la personne ait envie de... Déjà, ait conscience et puis l'envie. Oui. Et bon, si la personne est là, même s'il adore sa femme, il y a peut-être quelque chose. Il sait quand même au fond de lui qu'il pourrait y avoir un problème. Et évidemment, si on n'arrive pas à développer cette petite étincelle qui est là, s'il va venir juste faire semblant et pour cocher une case, pour dire à sa femme c'est bon, je l'ai fait, ça va pas marcher évidemment. Mais c'est une opportunité de soins et c'est une opportunité justement de dire ok, on établit ensemble c'est quoi le projet de soins qu'on peut faire ensemble, ça sera quoi notre objectif thérapeutique et ça peut être pendant un certain temps on va continuer la discussion là-dessus ou bien est-ce qu'on peut tenter un jour par semaine. Ok, si vous minimisez tant, si vous pensez qu'un verre
par jour, mais tous les jours, ce n'est pas si problématique, tentons ne pas avoir un verre un jour par semaine et voyons, ça devrait être facile, non? Ouais. Et là, on se rend compte que... Il y a beaucoup de clients qu'on a comme ça aussi, parce que du coup, on a beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et donc, comme tu disais, l'exemple du business, et qu'en fait, malgré eux, comme il y a aussi une pression sociale sur l'alcool, et bien du coup, elles se retrouvent à boire, alors des fois, elles n'ont même pas envie, mais parce que tout le monde boit et que ça fait... En fait, après, on sait qu'on va avoir des questions. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu bois pas? Oh, t'es malade? Et en fait, j'ai l'impression qu'aussi les gens, pour ne pas avoir ces réflexions-là, ils se forcent à boire alors qu'en fait les personnes n'ont pas envie, et aussi pour le business parce que comme tu l'as dit, ça fait mal vu si tu prends pas un verre, ou alors c'est quoi, t'es radin, ou alors t'as un problème, t'es malade, ouais, voilà, c'est ça, t'as un cancer, ouais, c'est ça. Et du coup je pense qu'il y a aussi beaucoup de problèmes, on le voit bien avec nos clients, quoi. C'est compliqué de trouver l'entre-deux entre faut que je fasse du business, mais en même temps il faut que je prenne soin de ma santé, quoi. Oui, c'est compliqué, mais pour autant, je suis convaincue qu'on peut changer, on doit changer. Nous, on est convaincus aussi. Les habitudes de société, d'autant plus que cette pression sociale, elle a plusieurs facettes. Et oui, j'ai donné l'exemple avec le resto, mais pareil, avec les sorties, c'est très ancré l'idée qu'on ne peut pas s'amuser s'il n'y a pas d'alcool. C'est ça. Surtout en France. Oui. J'ai l'impression, après peut-être que toi qui as fait d'autres pays, tu vois. Oui, bon, en Angleterre. Ouais, j'allais te dire. Les pubs, ça y va pas. Oui, ça y va assez fort. Mais c'est à nous aussi de changer, de dire non, mais ce soir je ne bois pas, et bon, c'est comme ça, c'est pas la peine d'insister. Ouais, j'ai pas envie. Oui. Après, il y a plusieurs. Par exemple, les gens qui ont décidé d'arrêter. Bon, mon conseil, c'est toujours, vous n'allez pas... si vous avez... De jour au lendemain, donc il faut éviter les situations à risque. Oui. Et si vous avez une soirée, peut-être vous la zappez cette fois-ci parce que vous n'allez pas rentrer dans la bouche du loup. Puisqu'il est beaucoup plus difficile de résister à une tentation que de ne pas l'avoir, surtout au début, si on a décidé de faire ce qu'on appelle un sevrage, d'arrêter l'alcool. Et si ils doivent y aller quand même, ou bien même un peu plus à distance, il y a une préparation, un peu comme le sportif. Je me lance, il y a un match, et on, par exemple, ce qu'on travaille, on anticipe au maximum, même si on peut pas tout anticiper. Quelles pourraient être les questions ou les tentations que vous pouvez avoir ce soir? Il y a la fameuse phrase allez, juste un verre. Oui. Juste une fois. Juste une fois, sois sympa, t'es pas drôle. Et dire, et là, donc déjà, on est préparé en avance, se dire, soit vous décidez de dire non. Donc, dire non, c'est important, apprendre à le dire. Et ne pas se sentir obligé à se justifier. Après, si de par votre personnalité ou d'autres circonstances, vous pensez que ça serait quand même pas facile, vous essayez d'inventer une excuse, celle qui est la plus plausible ou plus facile pour vous. Je sais pas, je prends des antibiotiques. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on disait à nos coachés. On disait, dites que vous prenez un médicament. Personne vous embête une fois que vous dites ça. On dit, si je prends ça, je fais une allergie pas possible. Enfin, bref, donc... c'est où vous mettez de l'eau pétillante dans une coupe de champagne, et, idéalement si elle n'est pas transparente. Mais il y a des astuces. Mais bon, après, s'il y a un serveur qui va venir vous servir tous les 2 minutes. Mais attends, petite parenthèse sur ça. J'ai quelqu'un que je coach qui va toujours dans le même restaurant. Oui. Et il s'est mis d'accord avec le serveur qui est toujours le même, que quand il dit « mettez-moi une bière », il y met une bière sans alcool qui n'est pas dispo à la carte. Comme ça, il garde la face devant ses clients qui, comme tu dis, il est belge, donc tu sais, la Belgique, ça s'est répandu. Et lui, en fait, il a de la bière sans alcool. D'accord. Tu vois, donc l'anecdote de la coupe de champagne, c'est vrai. Chacun doit trouver ses astuces. Donc, qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Parce qu'il faut garder en tête aussi
qu'il faut mettre en place des choses qui demandent le moindre effort. Et oui, Pas- moins de friction possible. Il faut pas commencer par quelque chose de très compliqué, très dur, Sinon, on très n'arrivera pas à sophistiqué. tenir. Voilà, donc commencer toujours par des petits pas, des choses faisables. Et puis, si on décide d'arrêter, bon, ça dépend encore de où on est, dépendance, addiction et s'il y a perte du contrôle ou pas. Mais si on parle de l'alcool, il faut pas arrêter seul, puisqu'il y a un protocole médicamenteux bien précis et il faut un accompagnement médical. Ok. Mais ça, donc, de toute façon, on va voir, mais donc, ça veut dire que ça dépend de ce dont à quoi on est addict. Il y a des protocoles différents. Oui, exactement, Ok. exactement. Et puis, à part la partie le protocole médicamenteux, il y a, enfin, c'est quand même pas négligeable le soutien psychologique et Bien sûr. l'accompagnement sur cela, parce que évidemment, une addiction, il y a, enfin, c'est multifactoriel, mais Oui. il y a très très souvent enfin, le facteur psychologique est bien en sûr. cause. Ouais, c'est vrai. Oui, bah, en vrai, ça anticipe pas mal de questions, mais c'est bien comme ça va permettre aux auditeurs de comprendre que une addiction, c'est pas juste, juste on aime quelque chose, c'est que ça va beaucoup plus loin sur le côté aussi psychologique, etc. Et du coup, je sais que c'est pas évident cette question, Oui, ouais. mais est-ce que aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une addiction particulière à quelque chose pour le 21e siècle? Enfin, ce que je veux dire, est-ce que... Parce que l'alcool, c'est l'addiction du 21e Ouais, siècle. voilà, c'est ça. Parce que Est-ce que, à cette période, il y a vraiment une addiction qui ressort plus qu'une autre? Bon, il y a quand même les grands classiques tabac et alcool qui restent en tête Ok. et qui sont aussi en tête en ce qui concerne les causes de mortalité. Mais enfin, on voit aussi des changements dans les tendances de consommation. Bon, la cocaïne reste encore un produit Très consommé. très consommé et il est de plus en plus malheureusement accessible parce que bon, Trafic. on voit de plus en plus et je vois que pas loin qu'hier soir on voyait des news que cette C'est vrai. année il y a eu je sais pas combien de tonnes de cocaïne qu'on a Retrouvées. saisi, Ah ouais. le double de 2023. Ah oui, la donc vache. il y a Ah, quand même, le double. le- Et oui. saisi, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui Oui, est passé. oui, oui, Voilà. oui. Donc, on va dire que l'accès ou l'accessibilité, j'imagine que ça impacte aussi sur Bien sûr. sur les produits consommés. Et puis il y a aussi de plus en plus malheureusement de drogues de synthèse, bon, au cannabis qui reste encore présent. Mais je dirais c'est difficile de dire. Enfin, de mon point de vue, je pense pas qu'on puisse dire. Voilà, cette substance, c'est l'addiction, la Ok. substance du siècle. Il y a déjà des substances et comportements. Donc, Oui. il y a des polyconsommations, que ce soit des substances, que ce soit alcool et cocaïne ou d'autres produits. Ah oui, on les couple. Ah ouais, tu croises les addictions comme ça peut... C'est souvent le cas. Il est rare que bon, ça existe évidemment, mais en général, il y a des polyaddictions, que ce soit des substances, des médicaments combinés avec alcool ou autres. Il y a aussi de plus en plus des produits de synthèse, que ce soit cannabis de synthèse, que ce soit des catinones, qui sont de plus en plus courantes et utilisées malheureusement et qui sont très dangereuses aussi pour la santé. Et pour revenir à l'addiction du siècle ou aux addictions du siècle, pour moi, il y a une combinaison, que ce soit produit et addiction comportementale, donc comme les social media. Ouais, justement, j'avais demandé est-ce que pour toi, c'était, on pouvait considérer comme une addiction tout ce qui est réseaux sociaux, écran et même le sucre. On n'a pas parlé. Est-ce que pour toi, sucre, quand je dis sucre, c'est pas les fruits, hein, c'est vraiment le sucre industriel. Les Kinder, les cookies. Selon toi, c'est considéré comme une addiction aujourd'hui? En fait, peut-être le mot, il est fort. Enfin, ça dépend aussi, parce qu'on peut. C'est une chose si on mange deux carrés de chocolat par jour, c'est certainement pas une addiction, ou bien 10 tablettes par jour. Et donc
il y a sur une appétence accrue pour le sucre, et là, les industriels, ils y sont aussi pour quelque chose, parce que il y a du sucre même dans des saucisses, il y a du sucre partout. J'avais vu dans les conserves de petits pois, il y a du sucre. Il y a du sucre partout. Et donc, c'est sûr que nous sommes... le lait maternel, c'est le premier produit sucré qu'on consomme. D'accord? Mais après, au fur et à mesure, il y a cette appétence accrue pour le sucre, parce qu'il y a aussi de plus en plus de sucre dans les produits. Donc, on peut avoir ce problème-là, mais c'est rarement un problème seul. Donc, il peut y avoir des troubles de comportement alimentaire autres. Il peut y avoir d'autres, ce qu'on appelle comorbidités, d'autres troubles. Mais ça peut exister, mais il ne faut pas trop facilement dire je suis addict au sucre, même si on peut avoir ce qu'on appelle les sugar cravings. Ouais. Et c'est souvent lié à des déséquilibres de la flore intestinale. Ouais. Si on a des petits champignons mignons qui traînent, si on a des déséquilibres de notre microbiote, on peut avoir, par exemple, de sugar cravings, des envies impétueuses de sucre. Et puis, ça fait cercle vicieux avec plein de choses. L'alimentation émotionnelle, manger du sucre après un stress. Exactement. Après une journée de travail. Quand on s'ennuie, après une grosse journée. Oui, donc il y a cet aspect-là de la nourriture émotionnelle. Quant aux social media, on passe à moyenne, il paraît, chacun ou la plupart d'entre nous, environ 3 heures sur notre téléphone. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Surtout que de base, dans une journée normale, on est censé travailler. Donc, si on travaille 8 heures et que après 8 heures, on passe 3 heures, ça fait énorme. Ça dépend aussi, je pense, que par exemple, quand tu écoutes corps et esprit. Oui. Non, mais c'est premier degré. Tu te dis, tiens, j'apprends quelque chose. Oui. Mais c'est vrai que quand je suis dans le métro et que je vois les gens qui scrollent sur TikTok, déjà, ça dure 2 secondes par vidéo et je me demande qu'est-ce qu'on en retient. Oui, c'est ça, en fait. Oui, on peut pas comparer des scrolls sur TikTok par rapport à un podcast où tu apprends des choses et malheureusement, c'est quand même compté comme du temps d'écran. Donc, c'est vrai que... Après, à propos de scroll et à propos de chiffres, je vous disais que j'ai revu quelques chiffres. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens d'un. Il paraît que attention span, le temps d'attention, il est fortement descendu depuis quelques années et là, je suis pas certaine que ça soit exact, mais c'est quand même dans les 10 secondes. Ah oui, moi, j'avais même vu moins. J'avais même vu des 3 secondes. C'est très peu. 6 secondes, j'arrive à me concentrer 10 secondes. Ouais. Et après, c'est dingue. C'est énorme. Comment on fait pour... en fait, c'est pour revenir aux social media. On n'est peut-être pas tous addicts, mais il y a quand même cette surconsommation des écrans. Et en fait, ça va activer dans notre cerveau les mêmes circuits neuronaux qu'une addiction. Avec la dopamine, donc les petites pchites de dopamine qui sont pas des vrais... c'est même pas des vrais plaisirs, parce qu'on va aussi s'y habituer. Et il y a une sorte d'habitude, de tolérance à cela, un peu comme ça se passe avec une substance, mais c'est un vrai problème. Et il y a besoin de cette prise de conscience, d'avoir un livre à portée de main à propos du métro, d'écouter de la musique, et puis d'inciter aussi, le faire pour soi-même, mais aussi pour l'entourage, parce que un des problèmes sociétaux, et c'est un raison aussi, en relation aussi bien avec les addictions, avec substance et sans substance, c'est la solitude. Ah, oui. Donc, nous sommes de plus en plus seuls dans nos coins, sur nos téléphones. Ça, on le voit de plus en plus, de toute façon. On est de plus en plus seul, on baisse la tête, on parle pas forcément aux gens, et même dans les relations, que maintenant, du coup, les applications de rencontres, elles explosent parce que
on n'ose plus trop parler dans la réalité, on a un peu peur aussi. Et donc du coup, c'est plus simple d'envoyer un message. Donc ouais, effectivement, on voit qu'il y a vraiment une hausse de la solitude, qui doit faire que justement on est plus ou moins addict à quelque chose, quoi. Pour moi, cette solitude, c'est un vrai problème parce que, de mon point de vue, je la vois, j'ai l'impression qu'elle est en croissance à tout âge. Ouais. Et même, il peut y avoir le danger de solitude tout en étant entouré. C'est-à-dire que oui, on peut être en couple et chacun est sur son téléphone et en fait, on se parle finalement de moins en moins. Et puis, oui, on doit collectivement trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut passer plus de temps ensemble, de temps de qualité? Ouais, c'est important. Et, oui. Et puis, oui, les réseaux sociaux, bon, c'est pas tout noir et blanc, mais se mettre des limites, se mettre des notifications, se dire, OK, peut-être, j'ai pas la méthode, mais se dire... Hop là, on vous interrompt 2 secondes pour vous rappeler que l'épisode est sponsorisé par Nutripreneur. C'est notre propre marque de compléments alimentaires naturels faite en France. Sur votre première commande avec le code Corps et Esprit 20, tout est dans la description, vous avez 20% sur votre première commande, donc profitez-en pour faire les stocks. Foncez, tous les liens sont en description. C'est le moment ou jamais. D'une manière... je coupe les écrans, je coupe Instagram. On peut expliquer ce qu'on fait. Tu sais ce qu'on fait, nous? Non. J'ai un code qui se déclenche à 20h30. Ouais. Je peux plus aller sur les réseaux. Ce code, c'est elle qui l'a. D'accord. Et que moi qui connais le code. Elle ne me le donne jamais. D'accord. Donc du coup, ça peut permettre de limiter. Parler des notifications, c'est bête, mais c'est vrai que les notifications, hop, tu vois, donc t'as envie de prendre ton téléphone, t'es déconcentré, donc moi, j'ai pas de notification à part en message, donc comme ça, je sais que personne m'écrit. Par exemple, s'il y a un problème urgent, soit on m'appelle, soit on m'envoie un message. Donc déjà, j'ai pas de notification. Et le noir et blanc, l'écran. L'écran noir et blanc, ça aide beaucoup parce que tout paraît très très fade. Quand tu scrolles en noir et blanc, il n'y a pas ces lumières vives, ces petites notifications rouges qui donnent envie de cliquer partout. Nous, on fait ça, on essaie de faire ça pour limiter. Une astuce, c'est, j'utilise de moins en moins social media. Et je peux me dire, OK, je regarde d'une manière intentionnelle. Oui. OK, c'est une demi-heure, où je vais perdre mon temps. Je décide. Déjà, ça me fait mal quand je m'entends moi-même de dire ça. OK, je m'autorise à perdre une demi-heure. Okay. Mais c'est pas. C'est quelque chose de décidé. On se met des limites. Versus si on dit juste 10 minutes, mais en fait, on tombe vite dans le piège que ça sera 2 heures. Et c'est très, très frustrant. Après, je dis, mince, j'ai passé en fait 2 heures et j'ai rien fait. Et puis, ça fatigue aussi parce que tout ce scroll et l'attention. C'est pourquoi ça marche. Parce que c'est l'économie de l'attention. Ils savent bien comment utiliser ça. Donc, ça draine l'énergie. Et c'est fatigant. C'est même pas que, OK, on va perdre juste le temps, chose qui est énorme parce que c'est notre asset le plus précieux. Ça va aussi, on perd les 2 assets, le temps et l'énergie. Donc, et au final, c'est vrai qu'on se sent toujours un peu mal une fois qu'on se dit, tout le temps passé. Mais au final, c'est pas ce qui nous empêche de recommencer parfois. Donc c'est vrai que je pense se poser vraiment des limites. 30 minutes, pourquoi pas, Tu veux boire un coup peut-être C'est le temps que je serve tout le monde. Attends, j'ai encore... c'est pas... Ok, non mais c'est vraiment super intéressant toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que du coup, je rebondis sur ce que tu disais au tout début. Oui. Tu disais quand on est accro, on le sait. Au fond, on le sait. C'est vrai que par exemple sur les écrans, tout le monde sait qu'il y a un problème au fait de scroller. Mais qu'est-ce qui peut déclencher cette envie de changer? Est-ce que ça peut être un choc, par exemple, du style, un matin, mon copain m'a quitté parce que j'étais trop sur les écrans et je l'ai pas vu. Ou alors même, imagine sur ton téléphone, tu te fais renverser par une voiture. Enfin, je sais pas, c'est violent, mais je sais pas. Bon, en général, c'est un peu l'inverse. Si le partenaire nous quitte, on a tendance plutôt à se rabattre sur un produit. Ils se retrouvent seuls.
malheureusement, il y a, surtout chez les femmes, mais pas que, mais il y a un événement qui peut être déclencheur, après un divorce difficile, après, j'ai vu pas mal de cas aussi après Covid, ça dépend, ou avec un licenciement. Donc, il y a souvent, pas toujours, mais il peut y avoir un événement déclencheur. Mais cette prise de conscience, elle est vraiment très nuancée parce qu'il peut y avoir une prise de conscience soit suite à un choc, mais qui va nous prendre conscience, va nous aider à prendre conscience. Enfin, on est mis au mur et je dis, OK, il y a quelque chose qui se passe. Mais en général, ça marche pas. C'est pas forcément la méthode, la peur ou les menaces. OK, je vais te quitter. En général, si quelqu'un est addict, tu dis OK. Moi, je vais continuer. Limite, j'ai plus de temps pour continuer, quoi. En fait, il y a des modifications structurelles et biochimiques dans le cerveau, et c'est pas parce que la personne elle est vraiment méchante ou n'a plus de volonté, elle ne peut pas. Donc ça le dépasse. L'addiction a pris le dessus. Évidemment que la personne va souffrir, elle veut pas s'en séparer, mais elle peut pas, et peut-être tout d'un coup comme ça renoncer si on lui met la pression le choix. OK, si tu arrêtes pas, je te quitte. S'il y a un ultimatum comme ça, sans préparation ou sans accompagnement, ça c'est pas ça qui marche. Ça peut, mais c'est pas la solution préconisée. La solution elle est beaucoup plus complexe. OK. Et cette prise de conscience, travailler cette prise de conscience, c'est vraiment une des clés parce que oui, on peut être dans le déni pendant longtemps. Non, mais j'ai pas de problème. Ou non, mais je consomme de la cocaïne une fois en soirée. Mais bon, les soirées sont tous les week-ends et de plus en plus rapprochées et de plus en plus les quantités qui augmentent, mais il peut y avoir un déni pendant longtemps, un déni qui peut être exprimé ou bien réel, qui la personne elle est persuadée que elle n'a vraiment pas de problème parce que voilà. Mais justement, un accompagnement psychologique, médical, un entourage solide, ça peut aider. Et d'ailleurs, si ça peut arriver. Je pense que à peu près tout le monde a malheureusement dans son entourage au moins quelqu'un qui surconsomme quelque chose. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Ouais, c'est dur. Et c'est avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'amour. Vraiment, l'intention est de ne pas juger, mais lui dire. J'ai l'impression que, donc toujours, c'est pas toi, c'est pas dire, OK, tu as un problème, je ressens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et qu'est-ce que tu dis si on essaye ensemble de, que je t'accompagne chez un médecin ou que aujourd'hui on va pas boire. Tenter des choses, tenter des portes d'entrée. Les portes d'entrée pour aider quelqu'un avec une addiction, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un ami, elles peuvent être très, très variées. Si c'est un ami très proche, lui manifester vraiment l'inquiétude et surtout le support, lui rappeler qu'on est là. Donc oui, c'est un soutien. C'est un soutien, mais se rappeler aussi pour soi que c'est pas l'ami, c'est pas le parent qui va le guérir. Oui. Mais c'est sa décision, c'est lui seul. Mais en tout cas, il faut qu'il sache qu'il n'est pas seul. Si besoin, mais c'est de sa propre volonté et que nous, on ne peut rien faire de plus. Exactement. Et est-ce qu'on est déjà de base prédisposé à certaines addictions ? Par exemple, génétiquement ou culturellement, en France, on va être plus accro à ça, en Chine, ils vont être plus accro à ça, au Brésil, à autre chose. En fait, il y a des prédispositions génétiques, même si la génétique ne fait pas tout, comme pour d'autres risques de santé. D'accord, il y a l'épigénétique qui mène la danse. Donc, la génétique
peut accroître un risque. Et dans le cas des addictions, donc le risque peut être augmenté, il paraît, entre 40 et 60%. Donc, c'est pas négligeable. Mais cela peut être aussi, si on le regarde, enfin, on peut le regarder aussi comme un facteur de protection. Si je sais que dans ma famille, mon grand-père a eu des problèmes d'alcoolisme, et aussi mon oncle, et aussi mon père, et que ça traîne dans la famille, ça peut être aussi un signal d'alerte assez tôt, se dire, je vais faire davantage attention à cela. Et donc, ça peut, en fait, finalement, vous protéger davantage. Parce qu'on le sait d'avance. Parce qu'on le sait d'avance. Donc, il faut regarder aussi, ça dépend de quel côté on regarde. Mais on peut l'utiliser comme un facteur supplémentaire de protection et non pas qu'un risque de santé, c'est pas une fatalité qui vous tombe sur la tête. Ok, j'ai ces gènes-là. D'ailleurs, on le sait pas. Enfin, on peut pas tester ces gènes. Enfin, du moins pas en France. Mais par l'histoire familiale, on peut avoir une idée. Ouais. Après, plus tard, plus tard une addiction commence, moins il y a des chances qu'elle soit grave, mais en même temps, ce n'est pas non plus une protection à 100%, parce qu'on voit aussi des addictions graves qui peuvent commencer à 50 ans ou à la retraite même, très tard. Pour des gens qui ont peut-être quand même surconsommé toute leur vie, mais qui ont géré, mais qui racontent, soit encore une fois après un divorce, après à la retraite ou un changement majeur de vie, il y a cette perte de contrôle où ils n'arrivent plus à contrôler les consommations. Ah ouais. Et du coup, est-ce que, selon le sexe, on peut être aussi plus prédisposé à être addict à quelque chose et un autre ? Ou là, pareil, pas trop ? Oui, il y a une... sans pour autant... généraliser, oui, voilà, on va... Mais par exemple, avec ton expérience, est-ce que tu as vu des différences Disons que les femmes peuvent avoir plus facilement, plus souvent, la prévalence de l'alcoolisme chez la femme. On va dire parmi les produits, il peut y avoir une appétence accrue pour l'alcool et les médicaments par rapport à d'autres produits. Oui. C'est pas par rapport aux hommes, mais par rapport à d'autres produits, on retrouve plus d'alcool, médicaments. Bon, la cocaïne reste assez présente quand même malheureusement. Mais chez les hommes, il peut y avoir déjà plus de polyconsommation, plus de drogue de synthèse. Il y a aussi il y a une prédilection ou une appétence pour certaines drogues plus chez l'homme, chez la femme, mais on va dire que les différences restent quand même assez minimes. Donc, on peut pas trancher d'une manière très nette. Oui. C'était juste pour voir si potentiellement... Et par rapport à ce que tu disais sur l'épigénétique, les addictions, ça veut dire aussi que est-ce que tant qu'on n'a pas eu d'enfant, il faut aussi faire attention à tout ça parce que les addictions, on peut aussi les transmettre? Ou là, je me suis perdu dans un sujet trop différent? Non, parce que on peut transmettre aussi... Mais par le comportement, non? Ce qu'on transmet plus. Donc, ce qu'on transmet aux enfants, ce sont les gènes, la moitié du moins, chaque parent. Mais il y a un effet, sans peut-être le savoir, mais un effet, on peut transmettre aussi des marques épigénétiques à nos enfants. Ouais. Donc, Donc, pour faire une parenthèse, on a vu, par exemple, des marques épigénétiques pour des gens qui ont vécu des famines importante pendant des années. Donc, il y a eu ces marques épigénétiques transmises 3 générations. Donc, il peut y avoir des choses importantes. Après, quand on parle épigénétique, c'est vraiment l'environnement. Et l'addiction, c'est quoi? C'est la rencontre entre un individu, un produit et un environnement.
Donc, oui, à propos des enfants, plus on les protège dans le sens des drogues, qu'ils viennent en contact avec des drogues, en même temps, plus ils ont une éducation émotionnelle solide et aussi un soutien solide des adultes, plus ils vont se développer d'une manière harmonieuse, et quand ils vont rencontrer, parce que malheureusement ils vont rencontrer des tentations, ils vont pouvoir y faire face d'une manière plus solide. Mais on peut pas trop tout prévoir non plus, mais c'est important de faire l'éducation aussi bien à la maison pour les enfants, pour la prévention des conduites addictives, qu'à l'école. Et ça se fait dans les écoles, je pense pas assez, mais ça se fait quand même. Oui. Pour toi, ce serait important de faire plus de prévention dans les écoles? Oui, après j'ai pas des chiffres, j'ai aucune idée. Mais selon toi, tu penses que ce serait pertinent? Ça serait pertinent qu'on en fasse plus, et qu'on en fasse plus d'ailleurs pour éducation de santé tout court, mais d'autant plus pour les addictions. Mais oui, ça serait aussi important que l'école ait un rôle éducatif sur la santé. Voilà, de donner aussi l'exemple. Bon, je pense qu'il y a plus beaucoup on peut pas acheter des Mars à l'école, mais s'il y a des tonomates, ou s'il y a des cafétérias, qu'il y ait des fruits, ou qu'il y ait des choses saines, et qu'on apprenne aussi aux enfants, pareil, qu'on les éduque très tôt. C'est quoi une protéine? C'est quoi une protéine, et pourquoi c'est bien de manger des pommes? C'est quoi une fibre? Et de la faire d'une manière très très ludique. C'est ça. Et oui, que ça soit intégré assez tôt, et pareil pour les addictions, d'autant plus que bien souvent ça commence à l'école très jeune, et il y a aussi la notion de groupe. Donc il y a, à propos de pression sociale, à cet âge-là il y a aussi il peut y avoir la pression sociale. Si on peut ne pas être accepté dans un groupe, si on n'est pas cool, si on fait pas comme tout le monde, si on fait pas comme tout le monde. Mais pour l'alcool, c'est une pression que j'ai beaucoup subie quand j'étais à l'école, parce que tout le monde buvait. Jusqu'au jour où j'ai toujours résisté, et quelqu'un était venu me voir et me dit merci, grâce à toi, je suis plus le seul. Et en fait, c'est là où j'ai compris que dans un groupe, il y en a toujours qui veulent arrêter, mais qui n'osent pas être le premier. Donc, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est soyez le premier. Parce qu'en fait, la plupart des gens, vous allez les sauver. Parce que personne n'ose le dire. En fait, même dans les soirées, pour revenir à ça, on peut aussi décider en avance, se dire, OK, ce soir, on va pas boire. Et voilà, on va expérimenter. Vous allez voir qu'on va se marrer quand même. C'est confirmé en plus. C'est ce qu'on fait. On n'est pas déjà de base, on boit pas d'alcool, ou très peu, c'est très rare, parce qu'on n'est soit pas fan, ou soit on n'en boit pas, parce que aussi pour notre santé. Donc nous, on boit de l'eau, ou des fois des kombucha, enfin voilà, des boissons, et on passe des super soirées. Et comme on fait ça, quand nous, on invite des gens chez nous, comme ils savent que nous, on est dans la santé, qu'on fait attention, eh bien, les gens ne boivent pas, ils sont très contents, ils passent une très bonne soirée. Donc, c'est bien aussi d'être un peu, comme tu as dit, initiateur d'un mouvement. Et au final, je me rends compte que les gens peuvent très vite se mettre dans le moule, et tout le monde adore la soirée. Il n'y a pas besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, de boire pour s'amuser, quoi. Quand on essaye, on se rend compte que, OK, c'est possible, on peut rigoler sans boire de l'alcool, quoi. Donc ça, c'est important. Oui, et d'ailleurs, il y a de plus en plus des boissons sans alcool. C'est vrai. Après, il y a aussi, à propos de sucre, il peut y avoir d'autres choses pas bonnes, mais il paraît qu'il y a aussi des marques de plus en plus, qui plaisent, et qui n'ont pas de sucre, et qui peuvent être un substitut agréable. Oui, au lieu d'avoir de l'eau, parce que nous, on aime bien, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'eau, ils trouvent ça... C'est pas fun, enfin... Ouais, c'est qu'il y en a qui aiment bien avoir le petit goût, donc ça peut être l'option pour avoir un petit goût qui change, et qui soit à la limite réservé aux soirées, comme ça on a l'impression d'être dans le moment.
Et comme ça. Exactement, parce que tout compte. Il y aura peut-être un verre rigolo. Bon, après, il faut faire attention aussi, parce que si c'est dans une coupe de champagne, je suis pas sûre surtout si nous sommes au début d'un sevrage, ça peut aussi réactiver des câbles dans notre cerveau. Donc, il faut une nouveauté et ne pas éviter les associations. Que ça soit avec des objets, que ça soit avec d'autres choses qui pourraient éventuellement réactiver des voies des parce que c'est souvent par association. Hein. Ouais. Et c'est quoi l'addiction la plus loufoque que tu as vue avec un de tes patients? Oula. Je peux vraiment pas choisir parce que oui, il y a tellement d'histoires complexes et tellement de drames que. Oui, c'est pas que l'alcool, disons, qui peut avoir des addictions. On peut être addict à tout et n'importe quoi. Ouais. Est-ce que, par exemple, j'invente pour que les gens comprennent, est-ce qu'on peut être addict, par exemple, au fait de faire des vidéos? Je dis une bêtise, mais est-ce que vraiment tout est addiction? Non, d'accord. Non. Okay. Heureusement pour nous, parce que sinon, être addict, c'est être aussi prisonnier de quelque chose. Donc, il y a cette perte de contrôle, perte de liberté. Donc, si tu décides de ne plus faire des vidéos, j'imagine que oui, tu seras un peu triste, mais tu pourras y survivre. Mais c'est... Oui, on ne doit pas trop facilement non plus mettre l'étiquette addiction, puisque ça perd aussi. Si tout est addiction, rien ne l'est au final. Ouais, okay. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ne pas avoir peur trop facilement, mais avoir ce regard, se poser des questions. Et en fait, ça fait partie d'une hygiène mentale. Prendre le temps pour réfléchir à soi, à ses comportements, à ses symptômes, comment je me sens. Et puis, s'il y a un ami, ou s'il y a un professionnel, s'il y a quelqu'un de la famille que vous savez pertinemment qu'il vous aime très fort et qui vous dit je suis inquiet pour toi. Il peut y avoir des signaux, pas forcément, mais peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, ou 10 personnes qui vous disent ça, peut-être vous allez vous écouter davantage. Et à propos d'hygiène mentale et hygiène de santé, on doit, dans cette routine un peu folle, dans cet engrenage de tous les jours où on n'a pas forcément le temps pour soi, se poser et se dire, OK, comment je me sens? Comment je me sens aujourd'hui? Et c'est pas évident au début, mais avoir 5-10 minutes par jour, on peut l'appeler comme on veut, on peut écrire, on peut juste penser, réfléchir à cela. Mais quand on réfléchit, eh bien évidemment être très très honnête avec soi-même, se dire OK, je me sens comme je me sens. S'il y a une addiction dans les parages, s'il y a un comportement qui vous saute aux yeux et qui vous dit ah OK, j'ai pas bu d'apéro, ça me manque, ou j'ai encore cette pulsion de consommer un produit, vous vous rendez compte, si vous vous donnez le temps de se poser les bonnes questions sur sa santé en général, et si on est suffisamment honnête envers soi-même, on comprend que il y a un problème, même si peut-être on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais vous dites quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai envie de savoir plus. Ouais, en fait, on n'arrive pas à mettre un mot dessus, mais on sent qu'il y a un truc qui cloche. Quoi, et c'est pas grave si on n'arrive pas à mettre un mot dessus. On peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir, et parfois c'est tellement mélangé qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on ressent. Mais justement se dire je sais pas, je sens aussi, je ressens de la tristesse, mais aussi je suis content de faire cela, mais je suis angoissée pour ça. Donc faire un petit peu la part des choses et se questionner sur soi, parce que ce questionnement va aussi conduire
qu'est-ce que je veux, dans quelle direction je veux grandir, est-ce que je veux être fatiguée comme ça le reste de ma vie, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent se résigner, se dire non mais c'est comme ça, en plus si on a un certain âge, si on n'a plus 20 ans, on dit non mais c'est ça. Ça, il y en a beaucoup, malheureusement, qui pensent que quand on a passé un certain âge, après c'est foutu. Et voilà, après les cercles vicieux peuvent s'enclencher parce que il faut savoir que évidemment des troubles, que ce soit anxiété ou des troubles de l'humeur, donc peuvent accentuer le risque de dépression, peuvent l'entretenir et voilà, il y a tous les risques de santé par la suite. Est-ce que si par exemple je m'énerve, qu'un proche me fasse une réflexion en s'inquiétant pour moi, ça peut être aussi un signe d'addiction? Non, pas forcément, parce que si c'est injuste, si c'est ok, d'accord. Si c'était une remarque exagérée, bon, c'est pas pour autant qu'il faut s'énerver, parce qu'on se dit, en fait, tu perds 2 à 3 minutes de ta vie, il paraît, si on s'énerve, mais on peut avoir un débat sain et constructif, dire ok, je ne suis pas d'accord et argumenter. Mais oui, ça, il y a plusieurs signaux qui doivent être mis ensemble. Évidemment que ce déni au début, il est ok, non, c'est pas vrai, je ne suis pas addict. Et d'ailleurs, c'est pas, il faut pas mettre cette étiquette-là parce qu'elle est péjorative. Personne n'aime qu'on lui dise t'es un addict. C'est pour autant reconnaître une addiction, mais ce n'est pas aider quelqu'un, lui balancer ça, ok, tu as ce problème, t'es addict. C'est pas forcément la chose la plus respectueuse à faire et la plus aidante. Mais ça peut nous questionner. S'il y a quelque chose qui nous dérange, se poser la question pourquoi ça me dérange, que ce soit pour une addiction ou autre, et se rappeler l'émotion. Donc, se mettre en colère, par exemple, c'est une émotion. Les émotions, donc, ce sont des messagers. Qu'est-ce que cette émotion veut me dire? Le fait que je me suis mise en colère parce que mon père m'a dit ça, c'est quoi le message? Et décrypter un peu cela, se dire, ok, ça, oui, je suis, oui, j'aime pas ça, ça me provoque, je suis contrariée ou au contraire, je dis, je suis, ma couverture a été démasquée. Parce qu'il y a dans les addictions, il y a cette capacité aussi de la personne qui en souffre. Il y a cette capacité de manipuler l'entourage parce que il faut bien se débrouiller, aussi bien pour se procurer le produit, aussi bien pour il faut justifier. Tu vas où? C'est pourquoi tu es dans cet état. Donc on va pas pour se cacher. Il va bien falloir trouver des astuces. Et du coup, quelle que soit l'addiction, c'est quasiment, voire impossible de s'en sortir seul? Non, c'est pareil, c'est pas tout noir et blanc, mais il est possible de s'en sortir seul, mais on va dire plutôt pour des dépendances. On peut arrêter le tabac tout seul. Mais si c'est une addiction complexe, j'en ai rarement vu. Je les vois pas puisque s'ils s'en sortent seuls, ils vont pas forcément consulter. Mais de ce qu'on voit, l'ampleur des dégâts et la souffrance psychique qu'il y en a, il y a forcément besoin d'un dispositif médical autour et cette aide médicale, médico-psychologique. Donc, elle peut se faire dans un cabinet médical, pour des sevrages plus complexes, elles doivent se faire dans une structure, que ce soit hôpital ou clinique. Et tout un accompagnement autour. Donc, on peut faire aussi
ce qu'on appelle un sevrage en ambulatoire, c'est-à-dire être suivi par un médecin en ville et faire un sevrage chez soi, évidemment avec un suivi rapproché, avec un protocole très précis, mais ce n'est pas possible et c'est dangereux de se dire ok, je bois une bouteille de vodka par jour et je vais décider d'arrêter tout seul à la maison sans rien. Oui, parce qu'en plus, là, ça peut engendrer des comportements dangereux. Non, mais grave. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors que la cigarette, parce que j'ai l'impression que quand il y a beaucoup de gens, du coup, on ne sait pas trop si c'est vraiment une addiction ou plutôt une dépendance, mais en soi, que quelqu'un fume, par exemple, je sais pas, 2 paquets par jour, à part que sa santé est en mauvaise santé, que sa santé n'est pas au top, il n'y a pas vraiment de risque par rapport à autrui pour la cigarette. Si, ou il peut quand même avoir des risques avec le tabac. Les risques de santé du tabac sont les énormes. risques, non, pour soi-même. Pour soi, mais pour les autres, par rapport à l'alcool. Le fumeur passif, oui, bien sûr, que c'est un risque aussi pour lui. Bon, après, c'est... si c'est un grand fumeur et pareil, si la personne n'a jamais arrêté depuis 20 ans et qu'il fume 2 paquets par jour, il peut y avoir aussi, pas toute consommation de cigarettes n'est pas strictement dépendance. Oui. Il peut y avoir aussi des addictions fortes. La nicotine, elle est très addictive. Je me rappelle d'un patient, d'un monsieur, c'est un collègue cardiologue qui me l'avait orienté. Il était vraiment très à risque. Il avait, je ne sais plus combien de stents, il avait déjà fait des accidents vasculaires et il continuait à fumer. Ah oui, alors qu'en plus, il avait déjà eu des accidents. Oui. Ah ouais. Et c'était, mais par ailleurs, c'est pas anodin, divorcé de sa femme. Il y avait un contexte, contexte depuis quelques années. Donc il culpabilisait beaucoup. Il avait les larmes aux yeux en disant, j'adore mes petits-enfants, mes enfants. Ils s'en voulaient terriblement qu'ils ne puissent pas arrêter. Je disais, au moins pour eux, pour lui-même aussi, mais il était dans cette incapacité d'arrêter et il avait jusque-là tout essayé avec des patchs, avec des psychothérapie, hypnose, tant de choses, et il n'arrivait pas. Donc c'est là qu'intervient justement le rôle d'addictologue, où il y a un processus beaucoup plus profond, où on va aller peut-être voir plus en profondeur pour aider la personne à s'en sortir, quoi. Oui, ou pas. Ouais. Oui, parce que malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas tout, même avec de l'aide médicale. Oui, ça a ses limites aussi selon les personnes. En fait, ça a des limites et surtout, il faut avoir, les gens qui ont des problèmes d'addiction le savent, ça marche rarement du premier coup. Il y a ce fantasme pour quelqu'un qui fait, disons, un premier sevrage dans un hôpital ou une clinique. Il y a une démarche sérieuse et importante. Ils disent, je fais ça et après, ça sera fini. On essaye de temporiser ou adapter un peu les attentes. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Il y a en général plusieurs sevrages nécessaires avant de s'en sortir pour de bon d'une addiction. Okay. Ah ouais, c'est pas magique parce que justement comme c'est aussi complexe, pour travailler autant d'aspects, il y a besoin du temps et puis il y a aussi les rechutes après font aussi partie du processus. C'est pas qu'on veut que cela arrive, mais elles peuvent aussi, elles font partie du processus et elles vont aider à mieux comprendre éventuellement le processus addictif et comment s'en sortir. Et on essaie justement, les gens aussi, de dédramatiser, que ce soit des faux pas ou des rechutes plus ou moins importantes. Mais l'idée, c'est ne pas refaire les mêmes erreurs comme pour tout et de les aider à avancer. Ouais, comprendre pourquoi c'est arrivé. Ok, c'est arrivé. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Maintenant, il faut que je m'en serve pour rebondir et continuer mon cheminement. Exactement. Évidemment, si on
on arriverait à ne pas rechuter, tant mieux, mais aussi travailler cela, bien préparer les gens et ne pas les mettre dans une situation tout ou rien. S'ils ont rechuté, il peut y avoir une grande culpabilité, se dire j'ai tout raté, je suis pas capable, et ça peut empirer l'addiction, le comportement initial, parce qu'il y a ce désespoir que ils n'y arrivent pas. Et est-ce qu'on a tous une dépendance au fond? Est-ce que ça existe quelqu'un qui a ni addiction ni dépendance? À la limite, peut-être que tout le monde n'a pas l'addiction, mais tout le monde a une dépendance. Déjà, nous sommes des animaux sociaux. Donc, nous sommes un petit peu... on aime être en groupe. Nous sommes un peu dépendants des uns et des autres. Oui, ok. C'est vrai. Donc, déjà, rien que ça. Donc, il y a des liens. Il y a des liens qu'on aime avoir, que ça soit avec d'autres gens, que ça soit avec ce qu'on fait. Donc, c'est pas parce qu'on adore notre travail, par exemple, qu'on y est pour autant indépendant. On peut être workaholic, c'est sûr, mais être passionné de quelque chose, ça fait pas de nous de dépendants. Après, encore une fois, il peut y avoir des prédispositions et encore une fois, on peut les savoir aussi. On sait, bon, si je commence une série, je ne peux pas m'arrêter jusqu'à quand je l'ai fini. Ou le syndrome cacahuète, s'il y a des cacahuètes sur la table, bon, ça va être difficile pour moi de m'arrêter. Donc, on peut savoir, bon, on a des petites tendances, au comportement, aux attachements, mais à part ça, on peut pas dire que il y a des vrais by design qu'on est tous, on aurait une dépendance ancrée en nous, si ce n'est que ce besoin d'avoir du lien avec l'autre et avec ce qu'on fait. Oui, puis je suppose que, comme on l'a dit un peu tout le long, c'est qu'il y a beaucoup aussi de psychologie là-dedans. Enfin, tout se joue aussi pas mal avec la psychologie, peut-être, et que entre les associations, entre peut-être que si on a un mal-être profond, forcément, on tend plus ou moins vers une dépendance, une addiction. Enfin, on sait que la psychologie joue beaucoup sur ce genre de bien processus. Sûr, et c'est bien connu pour beaucoup de gens que qui développent une addiction, qui au départ ils avaient essayé de combler une douleur, parce que une autre caractéristique de nous les humains, on n'aime pas la douleur. Donc, c'est vrai. on va tout faire pour éviter la douleur. C'est pas autant chercher du plaisir, mais éviter la douleur. Et donc, on peut trouver une automédication, la mauvaise, avec un produit quand on a mal, que ce soit quand on a une douleur physique ou psychique, donc une rupture ou un événement douloureux. Et même, il y a pas mal de dépendance, malheureusement, aux opiacés, après des traitements dentaires ou après une fracture de bras ou un problème physique. Bien souvent, évidemment, la personne en question avait peut-être aussi d'autres fragilités et tout ça s'est greffé sur un terrain déjà fragilisé à la base. Mais il y a il y a souvent un événement où cette rencontre entre un produit, un individu et l'environnement. Donc, il y a souvent aussi un événement qui peut être douloureux et on ne sait pas quoi faire. Et la solution la plus facile d'accès, peut-être, ou qui se présente à nous, ça peut être une substance ou un comportement. Ok, donc vous avez dit souvent, tu as dit souvent, oui. C'est majoritairement le cas de vouloir combler une douleur, ou ça dépend quand même? C'est assez, ça peut, je dis pas qu'une addiction ne peut pas commencer en faisant la fête. Oui.
Mais c'est plus rare. Mais on peut faire la fête et par ailleurs avoir des traumas, avoir ne pas être bien. Ouais, bien sûr. c'est... D'où le fait que ça peut être intéressant aussi de travailler sur soi et sur son passé pour justement aussi s'aider à... C'est pas que c'est intéressant, c'est obligatoire. indispensable. Oui, c'est indispensable. Ouais. Non, c'est indispensable. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, oui. Peut-être qu'il y en a qui sentent qu'ils sont dépendants ou addicts. Bah ça, c'est une super solution. Mais justement, quelqu'un qui écoute et qui se dit je suis dépendant, je suis addict, Oui. qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la première chose à faire? Prendre contact avec toi? Bon, pas forcément, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Il peut demander de l'aide. Il peut demander de l'aide. Bon, déjà, il y a quelques questionnaires validés online, si on veut s'amuser, voir est-ce que je suis dépendant à l'alcool. Il y a un questionnaire CAGE, par exemple. Ça, pareil, mais on le sait à peu près. Mais il peut y avoir déjà des choses qu'on peut trouver en ligne, mais surtout et avant tout, demander de l'aide à un professionnel, que ça soit un psychologue, que ça soit un médecin addictologue. Il y a après, si l'addiction elle est avérée, donc il y a des centres XAPA, donc des centres des soins pour les addictions dans chaque région en général. Donc il y a plusieurs structures qui s'occupent des addictions, et puis il y a évidemment d'autres professionnels en libéral. Mais demander de l'aide, c'est ça le premier pas que je suggère, et c'est indispensable, ne pas rester seul. Un des problèmes, c'est aussi cette solitude, elle est à plusieurs niveaux. Donc, plus le produit ou le comportement prend place, plus on s'enferme et plus on va perdre des amis, on va être tout seul avec le produit. Donc, demander de l'aide, chose qui n'est pas facile. Justement, je vois plusieurs patterns. Par exemple, mon cabinet, il y a des gens soit qui prennent rendez-vous de jour au lendemain. C'est dit, non mais ça m'a traversé l'esprit et j'ai su que je dois la faire là. Peut-être aussi par peur de changer d'avis après, je sais pas, mais il y a une urgence, se dire, ok, non, je dois le faire là. Et bon, c'est tant mieux. Ou bien, il y a des gens qui disent, j'y pense depuis 2 mois, mais j'arrivais pas, ou je prenais rendez-vous, j'annulais, parce qu'il y a aussi beaucoup d'appréhension. Et c'est dommage, puisque peut-être beaucoup pensent qu'ils vont être jugés, qu'il y a cette attitude, on peut entendre peut-être, malheureusement aussi, des parents qui disent, mais t'as pas cette volonté d'arrêter. Alors que, évidemment, c'est plus dur que ça, on dépasse largement ce stade. Donc, il y a cette peur, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Oui, c'est important de les encourager, de les rassurer que les professionnels qui s'occupent des addictions, ils savent comment s'y prendre, et ça va être de toute façon bénéfique. Mais et aussi très important, on ne doit pas forcément consulter en ayant déjà pris la décision, je vais arrêter. Donc, ça peut être un état des lieux. Ça va être un état de lieu. C'est aussi justement voir ensemble quelles sont les solutions. Parce que ça peut être aussi un frein. Si on se dit, OK, j'attends jusqu'à quand j'ai la conviction forte à 1000% que je vais arrêter, on peut attendre. Surtout qu'il y a encore une fois ce problème d'ambivalence très forte qui fait partie du comportement addictif. Je veux arrêter, je veux pas arrêter. Et donc se dire, justement, vous allez pouvoir travailler cela avec un professionnel, et vous n'êtes pas obligé, ou vous n'avez pas ça serait le but, mais l'idée c'est de s'adapter aussi à son rythme, au rythme de la personne, et se dire, on va faire comme ça. Ok.
C'est bien, hein. Je pense que ça va en aider plus d'un. Oui, parce que, par exemple, ce que j'explique dans une première consultation, c'est déjà quelles sont les modalités de sevrage qu'on peut diminuer, qu'il peut se faire en ambulatoire ou dans un hôpital ou dans une clinique, qu'on peut diminuer progressivement ou on peut arrêter. Donc, il y a plein de enfin, il n'y a pas 1000 options de faire, mais il y en a quand même. C'est pas juste OK, il faut arrêter là tout de suite. Ça se travaille. Après, si arrêter là tout de suite, c'est l'option la plus pertinente qui fait le plus sens, oui. Avec un accompagnement, on voit de quelle façon, mais il n'y a pas, tout se joue pas en amont, se dire OK, je vais voir un professionnel en ayant tout balayé autour de moi, tout prêt, et tout résolu, parce que sinon il y aura toujours un intérêt, mais bien sûr. OK, super intéressant. Ouais, j'ai plein de très bons. Oui, non, rien. Plein de bons conseils. Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Sur le sujet. On a un petit jeu. D'accord, OK. Est-ce que tu connais le oui-non de corps et esprit? C'est très simple. C'est une question et tu dois répondre par oui ou par non. D'accord. T'as le droit à un joker. Un joker. OK. Et après, on pourra revenir sur... Parce que je sais que c'est pas évident comme exercice de dire que oui ou que non. Oui. Mais après, on pourra revenir dessus pour en parler. OK. Allons-y. J'aime les jeux. Allez, je commence. Allez. Le sucre est-il plus addictif que la cocaïne? Oui, avec des nuances. Enfin, oui, pardon. On va y revenir. C'est le fameux étude avec les rats qui étaient addicts. Il paraît que il y avait quand même quelque chose qui n'était pas tout à fait clair dans cette étude, mais on va prendre la version initiale de l'étude. Au pire, on en reviendra. J'ai le titre de l'épisode déjà. Oui. L'alcool est-il plus addictif que le sucre? Oui. Peut-on être addict sans s'en rendre compte? Non. Prendre soin de sa santé permet de sortir plus facilement de l'addiction. Oui. L'État est responsable de nos addictions. Ah, c'est dur. Oui. Les addictions sont-elles toujours liées à un mal-être? Non. Peut-on se sortir seul d'une addiction? Oui, mais il faut qu'on revienne pour les contextes, parce que là, les questions ne sont pas... C'est fait exprès. Je sais, je vois. Un ex-addict peut-il vraiment être guéri un jour? Oui, mais pareil, j'ai besoin de contexte. Non, parce que au-delà du jeu en soi, le but du jeu, c'est d'être instructif, et j'ai peur que sans contexte, je veux pas donner des faux espoirs qu'on peut jamais s'en sortir si on est addict, parce que la réponse est oui, on peut s'en sortir. Et à l'inverse, je veux pas dire qu'il y a plus de qu'il y a pas de guérison, donc ça. Oui, bien sûr. De toute façon, c'était aussi tout l'épisode. C'est pour ça qu'on a fait un long épisode pour justement aussi développer tous les propos, et après. Oui, c'est ça. Donc il faut mentionner, n'écoutez pas que les questions, sinon ça marche pas. Voir l'épisode. C'est le but, c'est pour que les gens écoutent l'épisode. D'accord. Est-ce que regarder trop de Netflix peut-elle être une addiction? Si ça devient le centre de vie, oui. Peut-on être génétiquement prédisposé à l'addiction? Oui. L'alcool est-il plus dangereux que certaines drogues illégales? Il peut avoir un joker. C'est trop dur. Faire un joker, s'il faut. Joker, parce que on peut pas comparer les pommes et les oranges. Potentiellement, oui, mais ça dépend. Ok. Le sport peut-il devenir une addiction néfaste? Oui. C'est rare. C'est vrai. Mais j'en ai rencontré. Si on marche 10 heures par jour... 10 heures par jour de marche. Attends, faut qu'on en revienne. On va revenir sur la question, parce que... Les industriels créent-ils volontairement des produits qui rendent accro? Répète. Est-ce que les industriels créent volontairement des produits qui rendent accro? Oui, malheureusement, oui.
Bon, j'ai envie de rebondir sur tout. Ah bah oui. Et On savait que ça allait être compliqué comme jeu, c'était tout le but. Mais Attends, mais c'est fou parce que bon, tout dépend du contexte, mais si on part du principe qu'une étude aurait dit que le sucre l'était plus que la cocaïne et que l'alcool l'est plus que le sucre, c'est un peu un raccourci, mais c'est juste pour se rendre compte que c'est pas parce que c'est vendu et que c'est légal que c'est pas nocif. Tu sais, nous, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais si c'est vendu, c'est que c'est pas si grave. Non, c'est pas parce que c'est vendu que c'est pas si grave. Et tu sais, on se dit, mais si telle drogue est illégale, c'est parce qu'elle est trop néfaste. Non, c'est aussi une question de économique, par exemple, tu vois. Donc, les gens, il faut aussi qu'ils aient ça en tête. C'est un peu cynique, mais il faut y penser, quoi. Bien sûr. Après, si on va à l'extrême, ok, on interdit l'alcool. Ouais. C'est pas possible non plus. Non, c'est sûr, il y aura... Donc, justement, il faut informer, et il faut qu'il y ait du plaisir, de la mesure dans les consommations. Ça dépend aussi des produits, parce qu'on peut pas dire la même chose pour la cocaïne. Bien sûr. Mais en ce qui concerne l'alcool, oui, c'est un vrai problème sociétal, bien que la consommation du vin a diminué depuis quelques années, il paraît. Mais plus on est informé, mieux c'est. Et une autre parenthèse ici, il y a des études récentes de l'année dernière qui montrent que même des petites quantités d'alcool, je prends la chose à l'inverse parce qu'on pensait jusqu'à il y a pas longtemps, et on pensait pendant longtemps, le French paradoxe, que boire un verre de vin, oh là là, c'était bon pour la santé. C'était riche en antioxydants. Exactement, resveratrol et autres. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a peut-être pas d'effet néfaste. Bon, si c'est pas tous les jours pendant 20 ans, mais du moins il n'y a pas d'effet bénéfique. Ouais. Donc déjà, on est clair là-dessus. Boire de l'alcool, ce n'est pas bon pour la santé. Et on comprend qu'en fait, même en petite quantité, mais régulièrement, en fait, c'est mauvais pour la santé. Chaque dose est mauvaise, en fait. Et donc, on va faire aussi la balance des risques. Et oui, si on veut s'amuser de temps à autre et qu'on décide de prendre de l'alcool, mais ne pas, garder en tête la vigilance et surtout ne pas se conforter dans l'idée, non mais je bois un verre, c'est bon pour mes artères. Ouais. D'accord, donc ça on est fixé là-dessus. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé d'alimentation, de plantes adaptogènes. Est-ce que ça peut aider aussi à sortir, peut-être pas sortir de l'addiction, mais faire partie d'un processus de guérison? En fait, ça peut aider, mais honnêtement, si on a une addiction très forte, si tu prends que des plantes adaptogènes, pourtant j'adore, pourtant je recommande beaucoup dans ma pratique, ça va pas suffire. Parce que les troubles sont si sévères, bien souvent que il y a besoin de quelque chose des médicaments avec une prescription et des plantes adaptogènes qu'est-ce qu'elles font? Ces plantes adaptogènes vont agir surtout sur la biologie du stress, sur le mécanisme du stress, cortisol et autres. Donc c'est sûr que ça va aider, et ashwagandha, ça peut comme d'autres plantes adaptogènes. Ah bon, j'ai même pas regardé. Non, mais bien joué. On en a dans notre produit. D'accord. Donc ça aide, mais c'est souvent pas suffisant quand on parle d'une addiction. Alors, complètement d'accord. Oui, on n'était pas du tout en train de dire justement que ça le suffisait. Mais les compléments ne soignent pas les addictions. Ouais. Bien d'accord. Mais de toute façon, comme on l'a dit dans la question, c'est que déjà de base, quand on a un mode de vie sain, ça déjà de base, ça aide quand même un peu plus à potentiellement être moins addict, parce que aussi on sait que on le voit bien juste à notre niveau avec nos clients, quand on fait du sport, et bizarrement, comme on se sent bien, on a envie de bien manger. Après une séance de sport, on a rarement envie de manger un fast-food, parce que du coup on veut rester un peu dans ce cercle. Et donc du coup ça te met dans un cercle vertueux pour le coup, et effectivement ça peut être que bénéfique. En fait, une routine saine, c'est ça. Donc pour le coup, elle est cruciale pour nous tous, addicts ou avec addiction ou pas, sans addiction. Mais d'autant plus quand on parle de traiter une addiction, ce n'est pas que le médecin.
le médecin en question peut aussi s'y connaître en nutrition et conseils d'exercice physique adapté, mais il y a toute une panoplie, donc il y a un parcours de soins qui fait que la personne peut-être va bénéficier de plusieurs interventions, que ce soit, donc il y a des interventions qu'on appelle médicamenteuses, donc le traitement, mais il y a aussi toutes les interventions non médicamenteuses. Et évidemment, le sport peut être la porte d'entrée peut être la plus facile pour certains, même si au début, si on fait un sevrage, la première semaine, on est quand même assez fatigué, on va pas pouvoir faire grand-chose. Mais ça dépend aussi de ce qu'on faisait avant, parce que justement, si on reprend un peu de force, on peut se remettre facilement à faire quelque chose qui est familier. Et c'est crucial de commencer à bouger, de faire un peu de sport, manger sainement et manger aussi intelligemment. C'est ça. Dans le sens, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, ça, entre autres, tous les bénéfices, ça joue aussi sur la dopamine. Bien sûr. Parce qu'il faut pas oublier qu'une inflammation dans le corps, c'est pour ça que la flore intestinale est aussi importante, ça va affecter la dopamine, le circuit de la dopamine. Je caricaturise, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a plusieurs mécanismes dans ce processus, mais on en a compris dernièrement. On savait quand on est malade, il y a moins de dopamine, mais on comprenait pas trop pourquoi. Il y a plusieurs raisons, mais un des mécanismes, c'est se dire, OK, on est malade, donc le système immunitaire lutte contre un virus, une bactérie, il faut préserver son énergie à guérir et non pas aller faire la fête. Donc, pour le coup, on n'a pas envie de sortir du lit, on n'a pas la force, mais on a aussi moins de dopamine parce que ça, dans quelque sorte, ça nous force à rester en pyjama et à guérir. C'est logique, en fait, quelque part. C'est très logique. Nous sommes des êtres très sophistiqués, intelligents. C'est vrai. Et puis c'est génial aussi le message que tu as porté par rapport à l'alcool, de dire faut aussi profiter. Hors addiction, j'entends que c'est pas grave si quelqu'un boit un verre une fois par semaine, par mois de vin. Parce que c'est vrai que nous, on connaît aussi beaucoup de gens dans la santé qui deviennent très orthorexiques, c'est-à-dire presque qui vont plus utiliser de shampoing, de savon. Avoir peur de tout. Et presque plus prendre le train parce qu'en fait, le train, c'est nocif, parce que c'est... Et ça arrive à un extrême où je me dis, mais en fait, ils ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux, ces gens-là. Et je me dis, mais ça fait peur parce que déjà, imaginons, tu vois, un père et une mère de famille qui ont 2 enfants, qui galèrent déjà à se dire comment je nourris bien mes gosses. Tu commences à leur dire, alors oui, attention, là, ton t-shirt, il va pouvoir... Non, mais ça frôle la pathologie quand Exactement. même. Mais il y en a beaucoup sur les réseaux qui disent non, mais nous, on est très santé ancestrale. Et pour moi, c'est à mi-chemin entre la pathologie, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite sur la chaîne tous les gens qu'on connaît de la santé ancestrale qui ne sont pas dans ça, parce que t'en as, là, en ce moment, c'est la mode de déconseiller les légumes verts parce qu'il y aurait trop d'oxalate dedans. D'accord. Mais je veux dire, si tu commences à dire aux gens stop aux légumes verts, je crois que c'est pas, quand tu vas dans la rue, c'est pas la priorité de dire aux gens d'arrêter les légumes verts, quoi. Non, mais si on commence à... non, mais puis ça n'a pas de sens, quoi. On n'entend pas vivre parce qu'on va mourir. Non, mais c'est ça. Faut optimiser, mais il y a des limites aussi, quoi. Ce qui est faisable pour tout le monde, quoi. Ce sont des choses qui me mettent très en colère. J'ai cru comprendre. Là, j'ai vu, tu t'es tendu. Non, mais c'est pas ça. Je suis très calme de nature, mais ce qui se passe dans le social media avec parfois toutes sortes de gourous, d'influenceurs en santé qui ont beaucoup de followers parce qu'ils sont très bons dans le marketing, mais qui passent des messages dangereux. C'est pas que... Oui, c'est dangereux, là. C'est dangereux parce que ça peut... ça ou autre exemple, ça peut produire ça peut avoir des conséquences si quelqu'un est fragile ou qui va suivre à la lettre. Donc, il faut faire très attention aux messages de santé sur social media parce que pas tout ce qui est
publier, comme disait ma grand-mère, si c'est à la télé, c'est vrai, non. Si c'est sur social media, c'est pas forcément vrai. Si c'est à la télé, c'est vrai. Mais ça veut aussi dire que les gens, en fait, font confiance et c'est une bonne nouvelle, mais du coup, ils peuvent faire confiance un peu à tout et n'importe quoi. Oui, donc il faut faire la part des choses, il faut se renseigner et de toute façon, aucune extrême n'est bonne inclus dans la santé. Et oui, le plaisir, il est essentiel dans nos vies. Enfin, le plaisir sain, évidemment. Voilà, il faut réussir à trouver du plaisir dans des choses qui peuvent être aussi bonnes pour nous. La question à se poser, c'est comment on a du plaisir sain. Et c'est vrai que si plaisir rime avec sucre, il y a un problème. Si plaisir rime avec regarder un coucher de soleil, je prends quelque chose, c'est sain. C'est ça. Et le plaisir et aussi d'autres choses saines. On peut s'éduquer aussi à cela. Donc, on doit s'informer, on doit être ouvert à expérimenter, ne pas se dire, OK, non, mais la méditation, même pas un rêve, j'aime pas. Mais si on n'essaye pas, et si on n'essaye pas même plusieurs fois, parce que peut-être qu'on n'aime pas la voix de celui qui parle, ou c'est pas forcément la bonne méthode. Il y a des méditations qui sont plus, on va dire, visuel, imagé, et d'autres c'est plus descriptif, mais c'est pas il y a plusieurs types de méditation, et ainsi de suite. Donc l'expérimentation pour la santé et bien s'informer, c'est très utile. Et tout ça, oui, les plaisirs sains, déjà, on doit refaire notre liste. Quelles sont les choses qui nous font plaisir, qu'on les connaît déjà? Puis se dire, quelle autre chose on pourrait expérimenter et peut-être ça pourrait nous procurer ou pas du plaisir. Personnellement, j'aimerais essayer la poterie. Il y a plein de clubs à Paris. 50-50. Je pense que ça pourrait me plaire, mais je suis pas sûre. Oui, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Après, il y a autre chose qui est très compliqué pour nous tous, c'est le temps. Mais donc on manque tous de temps, mais on manque aussi. On peut toujours s'améliorer côté organisation et prioritisation, et la santé doit être une priorité. Merci. Je suis content, on va bien conclure là. Non, mais c'est vrai, surtout que qui dit bonne santé dit potentiellement plus d'énergie, plus de clarté mentale, donc plus d'activités qu'on peut faire, dit aussi potentiellement gain de vie, gain de temps de vie, donc aussi temps pour faire plus de choses. Gain de temps de vie en santé. En santé, ça n'a aucun intérêt à vivre 100 ans si on peut pas, si on peut pas profiter d'un coucher de soleil et faire des voyages et profiter de la famille. Donc cette éducation de santé et apprendre des choses et aussi les appliquer, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Il faut commencer par des petits pas et se dire oui, je veux et je mérite d'être mieux. C'est beau. Je me fais ce plaisir-là. C'est pas parce que c'est à la mode, c'est pas parce qu'on parle d'addiction, de longévité ou d'autres sujets de santé. J'ai envie d'aller mieux. Je le mérite. Je le mérite et je me fais ce plaisir-là parce que la vie, elle est tellement plus belle quand on a plus d'énergie. C'est clair. Et plus de goût aussi à la vie. On croque la vie à pleines dents. C'est une bonne façon de conclure. Merci beaucoup, Lavinia. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu as un site, des réseaux sociaux? Tu vas te lancer sur les réseaux bientôt, j'ai cru comprendre. J'ai un Insta, mais que j'utilise presque plus. Je suis sur LinkedIn, évidemment. J'ai un site internet. Il est pour le moment qu'en anglais, parce qu'il date depuis le temps quand j'étais à Londres, il y a quelques années. C'est drionita.com. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire. Nous, on mettra tes liens en description. Bien sûr, on va tout mettre en description. Non, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport
rapport à l'ordre de médecin, je pense qu'il y a une charte. Bon, on mettra ton LinkedIn. Voilà, le On met ton LinkedIn, c'est très bien. Et puis, oui, je répondrai avec plaisir à des questions. Puis même s'il y a des personnes qui sentent qu'ils ont besoin d'être accompagnées, pourquoi pas aussi... Mettre le lien de ta clinique. T'es sur Doctolib? Non, je sais pas si tu prends encore des accompagnements. Je suis sur Doctolib, mais c'est, encore une fois, je pense pas que j'ai le droit de le dire. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est médical. Voilà, on met ton LinkedIn. Je et les gens pas t'écrivent. là, voilà. Et s'il y a besoin, voilà. Oui, on peut. Oui, je vais. J'ai décidé à propos pour revenir sur le besoin d'avoir une communication. Oui. Ou une information solide, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus dans la communication. Super. Puisque, oui, je suis très occupée, certes, mais oui, j'aime aussi, j'ai beaucoup partagé. Ouais. Ça se voit. Et oui, je pense que je peux contribuer un petit peu à cela. Carrément. À peine. Écoute, on a hâte de voir aussi quand tu relances les réseaux, comme ça on pourra repartager ça. Et puis, merci encore d'être venu. Vraiment, c'était un super épisode. Merci. Pensez à vous abonner, à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. On vous mettra du coup le LinkedIn de Lavinia. On vous rappelle aussi que vous avez le e-book le e-book, comment on appelle ça? Je suis récapitulatif, merci. En description, ainsi que le lien pour rejoindre notre plateforme privée. C'est gratuit et c'est là où vous pourrez avoir aussi des conseils exclusifs. On vous remercie, on vous dit rendez-vous dimanche prochain à 18h. C'était Meryl, Flavio et le docteur Lavinia. À très bientôt.